Et notre grand témoin est Jean-Paul Laborde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif du comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité. Vous êtes aujourd'hui ambassadeur itinérant de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée contre le terrorisme et le crime organisé et pour l'état de droit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'actualité sur le front du terrorisme aujourd'hui, c'est cette libération des jeunes lycéens nigérians. Ils avaient été enlevés il y a une semaine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est bien Boko Haram qui est derrière ce rapt de masse? Qu'est-ce qu'on sait en fait de ce rapt? On ne sait pas grand-chose finalement. Mais ce que l'on sait, c'est que, et ça c'est sûr, c'est que Boko Haram, qui a un budget de 5 à 10 millions de dollars américains par an, est une organisation dont les principales ressources sont la taxation des gens, les braquages et évidemment les enlèvements, les prises d'otages. Donc ça correspondrait bien aux techniques de Boko Haram, mais en plus ça correspondrait bien aux besoins de ressources qu'a Boko Haram pour faire face aux problèmes qu'il y a actuellement voilà, parce que dans le Nord. On les dit quand même un petit peu en recul, affaibli par la pression militaire, déchiré par des guerres. On sait qu'il y a eu scission au sein de Boko Haram. Il y aurait également de nombreuses défections dans leur rang. Comment analyser du coup cet enlèvement de masse? C'est quand même pas rien d'enlever 300 jeunes d'un coup, ou 300 à 500. On ne sait d'ailleurs pas très bien combien ils étaient. Bon, on ne vit pas dans un monde qui est organisé, structuré dans le nord du Nigeria. C'est une guerre qu'il y a. Donc, qu'il y ait des gens dans des villages ou dans des villes qui puissent se faire prendre en otage, à partir du moment où ils sont dans des établissements scolaires, ce qui était effectivement le cas, bon, c'est pas... Il n'y a pas de garde. Chaque fois qu'on va en Afrique, on voit bien que c'est une société qui est beaucoup plus libre, beaucoup moins contrainte. Donc quand il y a des attaques d'organisations comme Boko Haram, ce sont quand même des gens qui sont très structurés, même après la scission. Ils ont besoin de ressources, donc ils peuvent utiliser ce genre de choses. Et on voit le flou quand même qui entoure tout cet enlèvement. Boko Haram agit au Nigeria, mais également à l'extrême nord du Cameroun voisin. Des jeunes s'organisent en groupe d'autodéfense pour barrer la voie aux terroristes, au péril de leur vie. À Kourgui, le reportage de notre correspondant Aboubacar Dewa avec Théa Basdarevich. Face au danger, ils ont choisi de ne pas rester les bras croisés. Au bord de la route, gilets fluorescents sur le dos, des jeunes du village de Kourgui filtrent les allées et venues. La plupart du temps, l'axe est emprunté par des villageois. Mais le Nigeria n'est qu'à une trentaine de kilomètres de là. L'endroit est devenu une porte d'entrée pour les djihadistes du groupe Boko Haram. Ici, ils viennent se ravitailler en nourriture, bétail ou médicaments et en profitent pour commettre des exactions. Alors ces hommes surveillent et traquent jour et nuit. Ils font partie d'un comité de vigilance. Leur rôle, reconnaître et capturer les présumés terroristes. Aux environs de 18 heures, ils venaient pour se positionner et aller dans le village. Ça s'est répété à 3-4 reprises que nous prenons ces individus-ci avec les armes. Une surveillance qui a permis de déjouer plusieurs attaques. Mais le travail de ces groupes d'autodéfense comporte d'énormes risques. La plupart n'ont aucune formation spécifique. Ils se battent bénévolement avec des armes artisanales. On se bat dans la nuit, la journée, on nous donne aussi la machette, on sort avec. Sinon, on a beaucoup de difficultés dans ce travail. Des volontaires en première ligne qui se sentent abandonnés par les autorités camerounaises. Pourtant, le gouvernement a encouragé la création de ces comités de vigilance. On en compte aujourd'hui plus de 500 dans la région. Mais cela reste dérisoire face à une menace terroriste en recrudescence. Elle a déjà contraint des centaines de familles à quitter leur foyer. Alors il y a ceux qui se battent contre Boko Haram et puis il y a ceux qui l'ont rejoint. Boko Haram aurait recruté dans ses rangs plus de 4000 Camerounais entre 2011 et 2014. Comment est géré ce retour des revenants par les autorités? Je ne sais pas, si vous voulez, si on peut parler de véritable gestion. La question est, la plupart du temps, dans le système camerounais, ceux qui ont été dans la mouvance terroriste de Boko Haram sont mis en détention. Bon. La population n'est pas ravie de les voir revenir.
La population n'est pas ravie de les voir revenir. Donc, ils sont mis en détention. Ou alors, ils rentrent d'une manière diffuse au Cameroun. Mais, vous savez, dans ces pays-là, la plupart du temps, en Afrique, on sait qui fait quoi. On sait très bien que des gens qui partent et qui reviennent comme ça doivent être du côté des terroristes. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? D'abord, les autorités sont loin. Vous savez, le Cameroun, le nord du Cameroun, c'est une petite pointe. Après, on appelle ça le bec de canard. C'est très loin du reste du pays, on est exactement. Et donc, vous avez une petite pointe là. Et donc, c'est compliqué même pour les autorités de monter jusque-là, n'est-ce pas ? Alors, vous avez été, vous, monsieur terrorisme à l'ONU. Excusez-moi, juste, dans cette pointe, ça vient de partout. C'est-à-dire que c'est une toute petite partie. C'est vraiment du Cameroun. À la frontière entre. Voilà, il y a des frontières oui, partout. Oui. Et des frontières pas bien désignées d'ailleurs. Donc, je le disais, vous avez été monsieur terrorisme au Conseil de sécurité de l'ONU, si vous me passez l'expression. On voit qu'au Sahel, Barkhane est à la manœuvre. Que fait l'ONU ? Est-ce que l'ONU est dépassée dans cette zone sahélienne contre le terrorisme ? Alors, il y a deux aspects dans la lutte contre le terrorisme. On peut dire qu'il y a l'aspect sécurité intérieure, comme on le voit actuellement dans la plupart des pays, mais il y a aussi l'aspect, il faut dire la chose, la guerre contre le terrorisme. Et ce sont ces deux aspects qu'il faut tenir ensemble. Vous pouvez très bien avoir une lutte contre le terrorisme intérieur, et vous pouvez aussi très bien avoir une lutte à grande échelle contre des organisations terroristes. Mais les organisations terroristes, non, c'est pas qu'on est dépassé. La question est que les organisations terroristes qui sont dans le Sahel, un jour elles sont organisations terroristes, le lendemain elles sont des groupes criminels organisés. Donc vous avez des ressources, vous avez un trafic d'armes. Depuis que la Libye est devenue un gisement d'armes à ciel ouvert, vous avez une capacité transsahélienne très forte. Ça fait 1 milliard quelque chose comme ça, sur $1 milliard de trafic d'armes. Dans cette région-là, il y en a bien qui vont aller dans ces groupes terroristes. Il n'y a pas que du crime organisé. Donc, il faut de toute façon faire face. La question est combien de temps on va pouvoir faire face et combien de temps Barkhane, c'est pour ça que le général Lecointre d'ailleurs est allé visiter la semaine dernière. Le général français qui est allé visiter son opération, Barkhane. Et la France qui essaie de se mais désengager. Il faut dire aussi que Barkhane maintenant c'est pas seulement la France. Il y a aussi des Européens qui sont dedans et puis il y a le G5 qui vient, le G5 Sahel, c'est-à-dire les 5 pays du Sahel qui viennent en et donc soutien. Pas l'ONU. C'était ça que... Et donc, pas l'ONU. L'ONU, elle est au Mali, mais l'ONU, par hypothèse et par principe, c'est pas une force de guerre. C'est ça la question. Alors, on parle la MINUSMA, c'est pas une force de guerre. On parle du Sahel, du lac Tchad, c'est là que se trouve maintenant l'épicentre. Et puis en Asie du Sud-Est aussi que se trouve l'épicentre de ces combats djihadistes. Mais auparavant, c'était au Proche-Orient. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans les geôles là-bas. Il s'agit aussi beaucoup de Maghrébins. Est-ce qu'ils rentrent au Maghreb ? Ils rentrent chez eux. Souvent, ils essayent de rentrer chez eux, mais pas forcément. Moi, ce qui me fait le plus peur, honnêtement, c'est que ces gens qui sont au Moyen-Orient, il y en a déjà pas mal, il y en a 2000 à peu près qui sont partis déjà, mais ce qui me fait le plus peur, c'est qu'ils se trouvent dans des prisons, dans des geôles, on peut dire, dont, à mon sens, ils peuvent s'enfuir assez facilement. Où est-ce qu'ils vont après ? S'ils sont vraiment radicalisés, ils peuvent commettre d'autres actes terroristes et rentrer chez nous par la porte de derrière, la backdoor. C'est ça qui me fait peur. Vous parlez de l'Europe ? Non, je parle Maghreb de aussi, justement, chez eux, en fait. Chez nous, je veux dire, moi je suis ambassadeur de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, donc quand je parle de chez nous, c'est à la fois dans le Maghreb, mais aussi dans le nord et dans le sud de la Méditerranée. Ils peuvent rentrer partout, et ils en rentrent partout. Et il faut trouver les moyens de les détecter, et c'est-à-dire d'avoir à ce moment-là une coopération internationale entre le nord et le sud de la Méditerranée, c'est pour ça que je suis là, qui soit effective, efficace.
Or, on a une coopération qui n'est pas suffisante, en particulier sur le plan judiciaire. Il y a une chose qui est très intéressante sur cette question des Oui. revenants, c'est qu'au fil des ans, au fil des sondages, dans tous les pays européens, il y a un rejet massif à l'idée de voir Oui. ces personnes Revenir. rentrer chez elles. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à leur retour et à leur prise en charge par les Alors, pays d'origine? Moi, j'y suis favorable, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous ai juste dit avant, j'ai toujours peur du retour par la porte de la cuisine, on dirait, par la backdoor. Parce que ces zones-là, dans lesquelles ils se trouvent, en particulier en Syrie, je ne parle pas pour l'instant de l'Irak, mais en Syrie, ce sont des zones qui sont sur des contrôles de troupes fragiles. Et donc, on ne sait pas ce que ça va devenir, tout ça. Donc, si on laisse ces gens partir, on ne parle pas à ce moment-là de gens qui reviennent d'une manière structurée après avoir été condamnés, jugés, condamnés dans ces pays-là. Si vous les laissez partir, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire et ils peuvent revenir chez nous n'importe comment. Si on arrive à les récupérer, d'abord, j'ai toujours préconisé, et je le préconise encore à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, qui avait pris une disposition là-dessus, c'est qu'on fasse une sorte de commission, une commission structurée qui aille là-bas pour faire une sorte de triage des gens. C'est-à-dire, il faut savoir, les petits, les grands, les moyens, les familles. Là, c'est ce que vous suggérez, vous parlez de la Syrie. Si on prend l'exemple de l'Irak, oui, ça, c'est la autre France chose. et l'Irak ont passé des accords. Est-ce que la France, pays européen, sous-traite cette question et est-ce que l'Irak a le moyen de les juger, de les garder? Sous-traiter, je ne dirais pas ça parce qu'en fait, vous avez deux types de compétences. Je reprends ma casquette de magistrat, si vous voulez, en matière de crime. De tout temps à jamais, il y a la compétence territoriale, c'est-à-dire l'endroit où se commet le crime, ou bien vous avez la compétence du pays où la victime se trouve, ou bien du pays dont la personne est originaire, le criminel est originaire. C'est une question de discussion entre les États. Ce n'est pas une question de sous-traiter ou de ne pas sous-traiter. Moi, je dis simplement que si on les reprend, à ce moment-là, oui, on peut les reprendre. Il faudrait peut-être les reprendre. Il faudrait sûrement les reprendre. Mais si on les reprend, et puis il faut discuter avec les Irakiens qui n'ont pas envie qu'on les reprenne, n'est-ce pas? D'accord? Mais si on les reprend... Il y a peut-être eu des accords aussi financiers. Voilà, il faut trouver des accords, pays. et surtout des accords de coopération, c'est-à-dire des choses qui vous disent, je vous donne des preuves selon lesquelles ces gens-là ont commis tel et tel acte. Parce que si on ne fait que les rentrer avec l'association de malfaiteurs à visée terroriste, ça ne suffit pas à arriver à avoir des peines suffisantes. Et à ce moment-là, on a les réactions des gens dont vous parlez. Jean-Paul Laborde, merci beaucoup d'être venu nous voir à TV5 Monde et nous apporter votre éclairage sur cette question du terrorisme qui est une question brûlante, que ce soit en Afrique ou en Europe. Merci beaucoup, à très bientôt.